Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Solène Mouret, directrice adjointe du CAUE de Paris. Et donc je vais vous embarquer ce matin dans l'ouverture de notre album photo des 20 ans de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France. Et je ne peux pas ouvrir cet album sans remercier vraiment les équipes des CAUE d'Île-de-France, donc les directrices, directeurs des CAUE et les équipes sans qui tout ce travail n'aurait pas pu se produire. Et toute cette réflexion finalement se capitaliser au fur et à mesure des années. Vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte, c'est des réflexions qui ont évolué, qui ont animé certains débats dans notre réseau et qui font aujourd'hui un corpus, Sophie le disait à l'instant, qui a vraiment comme essence d'être diffusé très largement et donc accessible en ligne sur nos sites internet. Donc tout ce que vous allez voir à l'écran est accessible en ligne, donc vous pouvez retrouver dans le détail tous nos travaux. Effectivement, cette année c'est un peu particulier, c'est nos 20 ans de cet outil, puisqu'en 2005, la DRAC, la DGP et les CAUE d'Île-de-France ont, dans un travail partenarial, produit une étude pour construire cet outil de l'Observatoire. L'idée, c'était de référencer des opérations qui font référence dans la construction architecturale et de faire un focus sur la production de logements en Île-de-France, puisque en Île-de-France, il y a 20 ans, le secteur était déjà tendu. Habiter l'Île-de-France, c'était vraiment déjà compliqué pour les franciliens, avec différents enjeux, qu'elles soient foncières, d'accès à la propriété, la place des architectes dans la construction des maisons individuelles, etc., etc. Vraiment, la région avait vraiment différents enjeux auxquels faire face. Et donc, cet observatoire, c'était vraiment l'idée de produire des analyses détaillées, fiables, d'opérations de logement qui font référence. Et une particularité de cet observatoire, c'était de venir regarder ces opérations 3 ans après leur livraison, 2 à 3 ans après leur livraison. Et c'est ce qui fait vraiment la particularité de cet outil, c'est de ne pas se positionner comme une revue d'architecture qu'on ouvrirait avec des photos vides, neuf et très communicante. L'idée, c'est de réinterroger les acteurs 2 ans, 3 ans après la livraison pour savoir ce qui fait la qualité de ces opérations, leur pérennité et les éléments dans le processus de construction qui est reproductible. Et donc finalement, de cette étude est sortie toute une méthodologie, Sophie en parlait à l'instant, une méthodologie qui a évolué au fil des années, mais le gros de cette production, c'est vraiment la constitution d'analyses d'opérations qui font l'objet de publications de fiches. Vous avez peut-être vu en prenant un café au rez-de-chaussée certaines d'entre elles, la publication de fiches d'analyse d'opérations. Avec cette idée que l'Observatoire analysait des opérations avec 2 ans après livraison, évidemment, ces analyses, elles ont fait aussi écho à certains grands enjeux qui animaient l'époque, les débats sur la construction, sur le logement. Et donc, c'est vrai que quand on a démarré ces analyses et quand on a démarré cet outil en 2005, la loi SRU, évidemment, était vraiment un grand moteur de construction de logements sociaux, avec tout ce qui était véhiculé par ailleurs, c'est-à-dire le besoin de mixité sociale dans les quartiers, et aussi avec les élus de nos territoires. On pense au périurbain, mais aussi à la grande couronne, à toutes ces idées d'intégration du logement social dans des petites collectivités, de gérer une certaine densité sur les parcelles, sur les territoires. Et donc, c'était l'idée de pouvoir illustrer ces sujets-là, illustrer ces besoins de logements sociaux sur les territoires. Évidemment, il y avait aussi à ce moment-là, dans ces mêmes époques, la RT 2000 qui était présente. En 2003, également, juste avant les premières publications, c'était le moniteur titré « Le bel été de la rénovation urbaine ». Effectivement, en 2003, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui prévoyait un programme de rénovation urbaine sur 5 ans. Et c'est en gros la naissance de l'ANRU, et qui a effectivement impulsé vraiment de grands chantiers sur le territoire d'Île-de-France que ce corpus de l'Observatoire a analysé pour montrer et démontrer que la rénovation urbaine ne se fait pas forcément par une démolition-reconstruction, mais qu'il y avait aussi, au travers de ces opérations,
plusieurs dispositifs de veille à la qualité architecturale, à l'intérêt du bâti existant déjà à cette époque-là, mais aussi à des notions qui étaient manipulées sur ces grands secteurs de l'ANRU, qui étaient donc la réhabilitation, bien sûr, la restructuration parfois, les démolitions, reconstructions, mais aussi des questions de mixité sociale, bien sûr, de désenclavement des quartiers, pardon, et puis de résidentialisation. Puisque l'idée aussi, c'était de voir de la rue à chez soi quelles sont les qualités du logement et de l'architecture. En 2005, les travaux de l'Observatoire ont démarré, et puis donc à cette époque-là, c'était vraiment les questions d'égalité des chances et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées qui passaient dans la loi, qui était instaurée. Et là, donc dans ce corpus de l'Observatoire, là aussi, par la pression à la fois foncière, mais aussi la grande démographie francilienne que l'on a sur notre territoire, les CAUE ont vraiment voulu illustrer des opérations de logement spécifiques. Donc dans ce corpus, vous allez aussi avoir la représentation d'EHPAD, par exemple, puisque parfois, accueillir des personnes âgées dépendantes, c'était difficile à mettre en place sur certaines communes. Il y avait vraiment un enjeu d'intégration de l'architecture, d'intégration de ces programmes dans l'urbanité et pas à l'extérieur des villes. Et puis aussi l'évolution du plan avec... alors aujourd'hui, on ne l'appelle plus comme ça, mais enfin, c'est vrai qu'à cette époque, on ne parlait que de ça, du rond PMR dans les salles de bain. Voilà, c'était vraiment ce qui animait la vision du plan. Et donc, c'est vraiment quelque chose que l'on a aussi illustré par rapport à un corpus qui illustre aussi des logements adaptés. 2007, je continue le fil de notre petite histoire du logement. C'est vrai qu'on voit bien que ces productions de l'Observatoire, elles ont été sous-tendues des débats sur les politiques du logement, mais aussi sur la façon dont on pouvait donner des argumentaires aussi dans notre rôle de CAUE auprès des collectivités locales, auprès des élus, dans le cadre de nos formations, des agents instructeurs, par exemple, enfin vraiment pour animer vraiment toute cette mission qui fait qui constitue les CAUE. Et donc c'est vrai que la loi Dallot a aussi été un jalon de cette évolution de la politique du logement, dont l'objectif principal de cette loi, je le rappelle, était de garantir vraiment le droit au logement. Et dans ce droit au logement confronté à notre territoire, c'est vraiment l'idée de pouvoir retrouver, en tout cas dans nos travaux, finalement l'analyse d'opérations pour des populations très défavorisées. Alors à cette époque, on appelait ça les dispositifs de financement PLAI. Voilà. Donc c'était vraiment le financement pour les publics les plus défavorisés. Donc vous allez retrouver évidemment des constructions qui aussi jouaient sur la question du traitement des dents creuses pour pouvoir aussi lutter contre l'habitat insalubre. Donc on va avoir aussi embarqué derrière cette loi tout un dispositif de passage à la loupe de ce qu'il est possible de construire, de réhabiliter bien sûr, mais pour les publics les plus défavorisés. 2009, on a le Grenelle 1 qui marque un tournant, évidemment, puisqu'il était question, avec ce fameux facteur 4, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et la loi prévoit notamment la réhabilitation de plus de 800 000 logements pour diminuer les consommations énergétiques. Et donc, l'Observatoire, à ce moment-là, a analysé vraiment aussi les premiers engagements de certains architectes qui sont toujours dans ces préoccupations, donc de faire passer l'habitat, l'existant, à des préoccupations environnementales, donc à la fois sur du collectif, mais à la fois aussi sur de l'individuel. 2009, c'est aussi un petit peu de pause pour l'Observatoire, puisque fort de ces premières années d'existence, finalement, ça a été, après l'analyse de ces premières opérations, finalement un moment de diffusion de notre corpus. Donc cette année-là, en 2009, on a fait une publication qui s'appelait Construction,
catalogue raisonné d'architecture en Île-de-France, et puis une exposition qui a été itinérante, qui a tourné sur tous nos départements, à la Maison de l'Architecture, à la Galerie de l'Architecture, et puis bien d'autres, la Maison de la Banlieue dans le 91, enfin voilà, dans bien d'autres endroits, pour vraiment animer toujours ce débat et rendre compte auprès des collectivités territoriales de ce que c'est que la construction, de ce que c'est qu'associer le travail des architectes sur leur territoire. À ce moment-là, finalement, d'exposer nos travaux, ça a été le moment aussi de re-questionner sa méthode. Et puis en 2010, on a finalement travaillé sur notre méthodologie par l'apport de 2 nouveaux piliers. Un premier qui était la création avec les CAUE qui sont membres fondateurs de ce qui était un projet à l'époque CAUE qui s'appelle Ecopolis et qui est une association aujourd'hui, mais en fait avec la création d'Ecopolis, le volet environnemental de l'analyse des opérations s'est vraiment étoffé. Et donc notre grille d'analyse de ces opérations s'est vraiment enrichie de tout ce volet environnemental lié à la fois aux consommations énergétiques, aux performances, aux équipements, mais aussi à la biodiversité ou aux aménagements paysagers. Et puis dans un autre temps, la même année, on a aussi constaté que finalement, aller visiter les opérations de logement 2 ans ou 3 ans après leur livraison, c'était aussi rencontrer les habitants et donc partager avec eux leur maîtrise d'usage. Et donc à ce moment-là, on a fait un travail avec le CRH, le Centre de recherche de l'habitat, un laboratoire, pour construire toute une méthodologie à la fois d'enquête, d'entretien avec les habitants, mais aussi une méthodologie de restitution de toutes ces informations qui nous sont transmises. Et donc c'est à partir de cette année-là, de 2010, que les plans habités ont été systématisés dans nos publications. Donc si vous allez sur notre site internet, que vous voyez des fiches sans plan habité, sans doute elles datent d'avant 2010. Mais c'est vrai que cette année-là, ça a été l'occasion de vraiment à la fois changer nos méthodologies, mais toujours de publier des analyses qui faisaient écho à l'actualité de la construction. Et donc l'arrivée du Grenelle 2 avec la question du logement passif. Et le passif sur nos territoires, c'était aussi pouvoir sensibiliser les particuliers à la construction de maisons individuelles passives et de lutter un petit peu sur les questions de pavillonnaires comme l'imaginaire le perçoit, mais de pouvoir faire rentrer les architectes dans cette production par le passif. Je poursuis avec la RT 2012, embarquement pour la RT 2012 avec ce petit... D'ailleurs, j'en profite, j'ai oublié de les mentionner en introduction, mais je remercie aussi beaucoup les chargés de documentation du réseau CAIE qui nous ont permis aussi de retrouver ces grands titres et ces jalons aussi d'archives, de revues de presse sur cette politique du logement. Donc en 2012, effectivement, la nouvelle RT entrait en vigueur et faisait un saut par rapport aux réglementations thermiques précédentes, puisqu'elle comportait à la fois des obligations de résultat. C'est un petit peu ce qui est illustré ici, avec 2 copilotes et puis quelqu'un qui bosse à l'arrière. Baby Your Project On, enfin voilà, vraiment avec des terminologies que CEPMAX, la TIC et OK, Thermic Bridge. Bon, voilà, je vous laisse prendre la mesure. Mais donc tout ça pour parler des besoins bioclimatiques du bâti, des consommations d'énergie primaire, mais aussi du confort d'été. Et puis aussi, la RT 2012, c'était les exigences de moyens. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans les analyses de nos opérations, c'est-à-dire l'illustration à la fois des questions d'étanchéité, mais j'ai peut-être quelques photos, voilà, quelques photos des analyses qu'on a fait à cette époque-là. Donc, des opérations à la fois dans le neuf, mais aussi dans la réhabilitation, d'opérations collectives qui visent la RT 2012, le bioclimatisme, et puis qui traitent à la fois des ponts thermiques. C'était l'époque de ce vocabulaire. Donc on a les ponts thermiques, les surfaces vitrées, les parois, le confort d'été qui arrive aussi dans les sujets traités. Et l'étanchéité à l'air, l'affichage des consommations, on avait même fait à cette époque-là des visites d'opérations au moment des tests d'étanchéité à l'air. Enfin bon, voilà,
animé vraiment tous les débats et l'évolution des pratiques professionnelles. J'avance dans le temps et dans cet album pour parler aussi de cette loi, la loi Allure, hein, des outils modernisés pour construire à toute allure, titré Le Moniteur en 2014. Donc, on a une loi qui a contribué à un urbanisme rénové et la création, notamment par exemple, des PLU intercommunaux, mais aussi le développement dans cette loi il y avait quand même des questions d'innovation et de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, dans les opérations qui ont été analysées à cette époque par l'Observatoire, les questions d'innovation, elles se sont vraiment plutôt tournées vers la question des matériaux, notamment les premières expérimentations de béton de chanvre, l'utilisation de matériaux biosourcés, la construction bois, mais aussi, et on a toujours ce leitmotiv, hein, c'était un petit peu le premier sujet qu'on avait sorti au moment de la loi SRU, qui est la densité. On le retrouve aussi à cette époque-là avec un nouvel enjeu qui était essayer de lutter contre l'artificialisation des sols. Et là, on a vraiment donc à la fois deux opérations toujours dans des objectifs d'ailleurs d'atteinte de la loi SRU, avec par exemple à gauche l'opération de logements sociaux intermédiaires dans un tissu pavillonnaire du Val d'Oise, mais aussi de l'autre côté finalement donc 10 logements individuels groupés également dans un tissu particulier de village et surtout avec un site classé de la vallée de la Bièvre. Et donc là, c'était vraiment insérer une opération de logement sociaux groupés dans un tissu particulier. 2016, alors parfois, je vais pas dérouler toutes les années, hein, il y a des petits ponts, il y a des petits pas, on saute quelques étapes, mais 2016 est une année quand même assez importante hein, dans les débats de l'architecture, puisqu'on a la loi LCAP relative à la liberté de la création et à l'architecture et au patrimoine, qui a introduit vraiment, je ne vais pas rappeler tout ce qu'a introduit cette loi, je vous invite à la regarder, parce qu'on est quand même dans une école d'architecture, donc faut la connaître, mais en tout cas, pour les travaux de l'Observatoire, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est la modernisation de la protection du patrimoine culturel et la valorisation, évidemment, du patrimoine du XXe siècle, pardon, du XXIe siècle, le lapsus. On est prêt à tout, de toute façon, dans les CAUE, on valorise l'architecture de tout temps. Et donc, dans ce corpus de l'Observatoire, c'est plus ponctuel, évidemment, puisque c'est des sujets un peu de niche, mais dans des enjeux de réhabilitation et de découverte de certaines techniques constructives, en fait, finalement, ces grands jalons de l'histoire de l'architecture sont hyper intéressants et très riches d'enseignements sur, oui, la culture constructive des époques, les matériaux mis en place, la colorimétrie, chose dont on ne parle pas beaucoup, peu aujourd'hui. Voilà, c'est des éléments patrimoniaux qui sont intéressants d'étudier et de reconnaître. 2020 arrive aussi un moment où en fait, c'est pas vraiment 2020. Je vais faire une petite aparté, c'est que finalement, après 2019, les CAUE ont décidé de se focaliser exclusivement sur des questions de réhabilitation. Il est vrai que au démarrage de la création de cet outil de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France, les questions de construction et de pénurie de logements étaient vraiment très prégnante, et donc on avait énormément de nos analyses qui concernaient des opérations de construction neuve. Il y a eu vraiment un choix en 2019, hein, un choix collectif de nous concentrer sur le patrimoine bâti francilien existant, et de pouvoir, au travers de nos analyses, donc de toutes ces publications que vous voyez à l'écran, dont vous voyez les couvertures, d'étudier des typologies franciliennes variées qui puissent qui a un sens de reproductibilité au travers des différents territoires. Et donc on a eu un peu à cœur d'illustrer différentes époques de bâti
et différentes typologies aussi. J'ai parlé des maisons individuelles tout à l'heure, mais on a aussi des tours, le logement faubourien, une cité-jardin dans le 93. Voilà, l'idée, c'était de construire vraiment un corpus qui puisse nourrir les réflexions actuelles en fonction du bâti existant. Et puis 2020, j'y viens. 2020 évidemment marqué par le Covid, comme tout le monde, donc les CAU ne pouvaient plus rentrer dans les logements pour aller faire les plans habités. Il y a eu vraiment un moment pas complètement de pause dans nos travaux, on a quand même fait des séminaires, mais de réflexion aussi, puisque le Covid-19, ça a été aussi le moment où finalement le logement collectif est apparu comme générant plus de problèmes que les logements individuels. C'est-à-dire que tout ce qui a été dénoncé dans la presse à ce moment-là sur le manque de surface, le manque d'espace extérieur, etc., etc. Là, il y a eu vraiment énormément de sujets qui ont été remis en réflexion pour produire le logement. Et puis les CAUE, pendant cette temporalité un peu particulière, ont quand même nourri aussi, grâce à l'ensemble du corpus qui était déjà disponible dans cet observatoire, nourrit les travaux du ministère pour pouvoir faire en sorte d'établir des préconisations sur la qualité du logement et notamment de la qualité de construction de l'architecture de l'habitat. Et puis 2020, donc effectivement, on s'est focalisé on avait toujours en tête cette idée de se focaliser sur la réhabilitation, mais là, on s'est dit aussi que les questions de propriété individuelle étaient importantes et sur notre territoire, les questions de copropriété avec l'embarquement de tout ce qui était rénovation énergétique. Qu'est-ce qui fait un logement de qualité? De quoi les copropriétaires ont besoin? Comment ils peuvent travailler avec les architectes pour avoir la conception de projets ambitieux, à la fois dans le diagnostic de leur bâtiment, mais aussi dans les projets. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a tenté d'illustrer, avec aussi la loi climat résilience qui jalonne ces temporalités-là et qui met en avant tous les enjeux de lutte, encore une fois, contre l'artificialisation des sols. Et là, finalement, dans notre corpus, vous pouvez aussi trouver des nouvelles opérations qui sont plus du changement de destination. On va avoir pas mal de choses d'analyse, de transformation de bureaux en logements pour éviter, et encore une fois, des bureaux de différentes époques. On a à la fois des bureaux des années 70 et d'autres typologies architecturales accueillant du bureau. On a même un immeuble haussmannien devenu bureau, redevenu logement. Enfin, voilà. Donc, il y a des analyses sur l'ensemble de ces sujets. Et l'idée derrière tout ça, à cette époque, c'était aussi ce leitmotiv d'éviter les passoires thermiques. Les CAUE donc ont travaillé avec le CROAIF pour décliner le fameux rapport qui avait été publié, pardon, je ne l'ai pas cité, mais le rapport qui avait été Girometti-Leclerc qui avait été publié juste avant, en 2021. Les CAUE et le CROAIF ont décliné de façon territoriale des préconisations dans le cadre d'un vadémécum pour la qualité architecturale de la construction de logement en Île-de-France. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment l'ensemble des travaux que je viens de vous présenter avant qui a pu nourrir ces préconisations, qui nous a permis d'être force de proposition par rapport à ce qui avait émergé de ces rapports. Force de proposition dans le contexte tendu qui est le territoire francilien. On arrive à nos époques, à des années très, très, très récentes, mais effectivement, 2022, c'est la RE 2020 qui est mise en place avec, encore une fois, l'encadrement des caractéristiques thermiques des constructions, mais aussi la notion de bas carbone sur l'ensemble du cycle de vie des opérations et surtout la prise en compte du confort d'été. Et donc là, encore une fois, j'ai mis un peu en illustration, vous avez peut-être pu le ressentir, mais parfois des situations géographiques extrêmement différentes qui traitent d'un même sujet. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment à chaque fois de voir comment on peut atteindre ces objectifs en conservant la qualité architecturale, en travaillant sur l'existant et en essayant
de pousser les curseurs de ce qui fait la qualité des logements. En 2023, sur nos travaux, alors on a... Ça permet de faire un petit pont, mais c'est vrai qu'en 2023 était lancé le concours Réinventer l'existant, donc dont les CAIE sont partenaires depuis 2 ans, mais aussi toujours dans cette idée de prendre un peu de recul sur la production architecturale et de re-questionner ces questions de pérennité, de qualité. On a mis en place, dans le cadre de cet observatoire, des relectures d'opérations. On est allé revoir quelques opérations de notre corpus, donc qui avait 15 ans, qui avait 10 ans, pour étudier, discuter avec les architectes et questionner ce qui fait encore aujourd'hui la qualité, la pertinence de certains dispositifs, des points d'attention. C'est assez intéressant parce que tous ces regards aujourd'hui ont pas du tout le même cadre, on n'a plus du tout les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, le cadre constructif, la question des coûts, on n'a plus du tout les mêmes... les niveaux de valeur sont différents d'il y a 15 ans, mais il y a des choses comme ça qui restent pérennes et qui font que l'ensemble de ces opérations, ce n'est pas que des opérations de qualité sur tous les plans, évidemment, hein, on ne donne pas de labellisation ni de bons points, mais elles questionnent la façon de faire le projet, la question de s'implanter et l'ensemble des critères qui font pour nous la qualité architecturale et qui vous seront présentés juste après. Donc, pour terminer ce corpus de l'Observatoire, 20 ans, c'est notre anniversaire aujourd'hui, donc il aboutit à plus de 80 analyses d'opérations diffusées en ligne, consultables, téléchargeables, voilà, vous avez de la lecture, et qui représentent donc les territoires franciliens, avec vraiment, vous l'avez vu par le choix des images qu'on vous a sélectionnées. Et là encore, je tiens à remercier donc Isabelle Rivière du CAIE 77, mais aussi Justine Bourgeois du CAIE 93, qui m'ont aidé à mettre en place ce grand album photo de nos 20 ans. Et surtout aussi cette mise en dialogue entre les contextes de construction et la production de l'Observatoire. C'est vrai que vous avez pu voir par le choix des opérations qui vous ont été projetées une grande diversité typologique et de typologie de bâti, puisque on traite à la fois du public, du privé, du collectif, de l'individuel, des logements spécifiques, comme des EHPAD, des logements étudiants, voilà, etc., etc. Et demain, puisque le travail ne s'arrête pas là, évidemment, hein, les 20 ans, on est très contents, mais on continue. Et puis, du coup, ça va être le moment de passer la main à Sophie et Gauthier pour la présentation de nos travaux de l'année. C'est vrai que cet observatoire, il se nourrit, voilà, vous l'avez vu, par les évolutions du contexte à la fois réglementaire, mais aussi le contexte de société. Et donc, il y a plein de sujets qu'on a déjà vu émerger, qui vont prendre d'autres noms. Les questions de changement de destination, transformer un parking en logement. Tout à l'heure, je parlais des bureaux en logement, on peut aussi citer les parkings. Ou les questions de désimperméabilisation, de traitement aussi des trames vertes et bleues ou l'aménagement paysager des opérations de logement. La question du réemploi, au-delà des démolitions, reconstructions, il y a vraiment les questions de réemploi ou de démontabilité ou de mutabilité. Voilà, la réversibilité. Vous verrez aussi tout à l'heure avec quelques opérations, il y a des notions de préfabrication ou de construction hors site qui émergent et qui nous intéressent beaucoup. Et puis, je ne l'ai pas évoqué ici, mais c'est vrai qu'il y a eu même une année le séminaire comme il se tient aujourd'hui avait traité des espaces partagés et des questions de mise en commun dans les logements collectifs. C'était très intéressant et je pense que ce sujet, avec les besoins de place, les besoins de surface dans le logement francilien, reviennent aujourd'hui avec d'autres ambitions. Et puis aussi les questions de bioclimatisme, puisque la lutte contre le changement climatique, l'évolution du climat et puis aussi l'évolution du règlement. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer les plans climat territoriaux, mais aujourd'hui, on pourrait aussi citer le PLUB pour ce qui concerne Paris. C'est des éléments qui vont venir évidemment
redistribuer les cartes de la production et re-questionner notre travail d'analyse, et on s'en fait une joie. Merci à tous. Bravo, sacré exercice quand même de revenir sur 20 ans. C'est vrai que pour nous, c'est chaque année, quand il faut qu'on choisisse voilà, nos 8 opérations, et notre territoire d'intervention est large, c'est un sacré moment. On a procédé de différentes manières, par appel à contribution. Et puis après, tu l'as rappelé, Solène, hein, il y a toujours des sujets spécifiques qui émergent, avec en filigrane toujours cette question, je trouve essentielle, de la qualité d'usage. Donc à un moment, on a un peu décidé de les choisir nous-mêmes, mais de façon très circonstanciée, très volontaire. Nous, c'est vrai que ces analyses, on s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps dans nos conseils auprès des collectivités, on s'en sert dans nos formations qu'on dispense auprès des instructeurs, des ALEC. C'est vraiment une culture, c'est notre formation à nous aussi, je trouve. Et voilà, ça fait plaisir de revoir ces 20 ans. Et puis ces jalons, je pense à ta slide 2014 où on voit bien ce passage à une réglementation urbaine assez engagée, qui agit fortement sur la définition architecturale. On en a beaucoup parlé dans le Vadémécum, Pablo Katz, qui était élu au CROAIF, voilà, sur ces sujets, quand on l'a co-construit, ça nous a beaucoup, ces passages, ce que le réglementaire urbain fait à l'architecture, sur toutes les thématiques que tu as annoncées aussi, de zéro artificialisation, cet enjeu relatif à la densité qu'à un moment on a attrapé, voilà, sans que ce soit un vilain mot, a vraiment marqué des temps de production vraiment très forts, et des jalons et des passages, finalement dans un temps, je trouve, relativement court. Et puis, tu énonçais aussi 2016 les lois relatives à la protection du patrimoine. Ça, je pense que sur les enjeux de transition écologique, là aussi, il y a eu un vrai passage. On en parlera certainement dans un instant aussi avec la DRAC et la DRIAT sur la présentation du concours. Évidemment, la définition du patrimoine. Qu'est-ce qui fait patrimoine? On a embarqué des sujets sous-jacents, nous, un petit peu pour qualifier nos années, sur la massification, sur le patrimoine dit ordinaire. Donc c'est aussi tout ça, nos exemples, nos opérations, c'est se pencher un peu sur certains berceaux, et puis qualifier et faire culture et se partager entre nous, CAUE aussi, des exemples parfois très très loin de nos réalités. Voilà. Moi, je dirige le CAUE des Hauts-de-Seine, c'est 36 villes, voilà, c'est 36 densités. Quand on parle, on va présenter dans un instant un retour sur la réhabilitation de la faisanderie à Fontainebleau. Voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes registres. Et pourtant, c'est bien ce corpus qui nous caractérise, je crois. Et voilà, je suis ravie de voir ce retour très riche et finalement très contemporain, très actuel.